Nous allons commencer. Nous avons quelques participants qui vont encore nous rejoindre, mais nous allons quand même commencer. Bonjour à tous, bienvenue à notre dernière session dans la mini-série Gestion et contrôle financier basée sur le risque. Notre sujet du jour est l'évaluation proportionnelle des risques, l'outil d'AI en action. Si vous souhaitez écouter l'espagnol ou le français, utilisez l'icône d'interprétation. Et c'est également possible si vous utilisez l'application sur votre téléphone. Et vous pouvez accéder à cette conférence seulement si vous avez installé l'application. Cette session est enregistrée, elle sera disponible dans les 3 langues. À la fin de la journée, sera disponible donc, sur le site de l'événement. Nous vous invitons également à poser des questions au cours du webinaire dans la langue de votre choix et nous y répondrons soit au cours du webinaire ou alors à la fin. Maintenant, j'aimerais vous présenter nos intervenants du jour. Nous avons deux contrôleurs d'assurance africains d'Ouganda. Edith Apou, qui a 7 années d'expérience dans le secteur des assurances. Et nous avons également elle a travaillé pendant 3 ans en tant qu'analyste des données dans les services de santé et elle travaille désormais au sein de l'autorité de réglementation des assurances en Ouganda. Elle est diplômée en sciences actuaires et étudie actuellement pour obtenir l'accréditation en gestion des risques actuariels. Nous avons également son collègue Yvan Calimeri qui a 12 ans d'expérience dans les assurances au sein de l'autorité réglementaire des assurances ougandaises. Les directeurs des risques et des actuaires et donc le chef de cette équipe. Il a travaillé à la mise en place du contrôle basé sur les risques. Il travaille avec une université et est membre de l'Association des actuaires ougandaises. Et il travaille également avec un institut des actuaires. Puis nous avons Jules Gribel, qui a plus de 30 ans d'expérience en matière actuarielle, en matière de gouvernance notamment. Jules a travaillé dans de nombreuses organisations, notamment en tant que consultant. Cela fait des années qu'il travaille dans ce secteur et il a été impliqué dans des parcours d'université. En 2018, il a présidé une formation d'actuaire. Il fait également partie d'une association actuarielle. Puis nous avons Nigel Bowman, qui s'occupe des solutions d'inclusivité sur les marchés numériques. Il a également développé une activité de consultant actuaire et développé des modèles de modélisation actuarielle. Il a beaucoup travaillé en tant que consultant en matière d'inclusion et sur de nombreux projets liés aux assurances. Il fait également partie du groupe de travail sur les micro-assurances de l'AIT. Et il a travaillé sur le développement de l'évaluation proportionnée des risques. Nigel Bowman est également membre de l'Association des actuaires en Afrique du Sud. Je vais maintenant laisser Nigel commencer. Merci beaucoup, Nigel, pour ces mots très aimables. Je suis ravie de faire partie de ce webinaire et de vous présenter un outil de l'AI en action. C'est le 3e séminaire de cette série
Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Merci. Thanks. So, the series that we are going through now is around risk-based supervision, risk-based financial. Nous traitons maintenant d'une série sur les risques clés, les risques financiers basés sur l'analyse basée sur les risques. Et en fait, c'est exactement l'approche qui a été développée par l'AI. Donc, il s'agit d'identifier les risques et de comprendre le niveau de ces risques et leurs implications. Donc, c'est un projet qui a été développé en collaboration avec l'AICA. Ils ont développé ensemble, nous avons développé ensemble un document technique et un outil qui est basé sur Excel. Je sais que je dis on va en parler ce soir, mais en fait, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Ça peut être ce matin ou cet après-midi. Nous avons développé un certain nombre d'études de cas qui sont également disponibles sur le site Internet. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une présentation rapide de cet outil pour vraiment aiguiser votre curiosité. Et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire grâce à cet outil. Et puis, je vais vous montrer deux exemples d'applications qui sont disponibles sur le site de l'AI. Tout d'abord, je vais vous présenter l'outil. Je vais faire ça en utilisant des exemples. Puis, Jules va nous présenter un deuxième exemple d'application en conditions réelles. Malheureusement, Jules n'est pas disponible aujourd'hui, mais nous avons une vidéo qu'il a enregistrée. Puis, nous aurons Yvan et Edith, que nous avons interviewés sur la façon dont ils ont mis en place un processus d'autorisation de produits en Ouganda en utilisant l'outil de l'AI. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, c'est un projet en collaboration avec de l'AI avec l'AICA. Il y a donc eu la publication d'un document technique et le développement d'un outil qui s'utilise avec Excel. Et c'est un outil qu'on peut adapter à notre situation. L'outil en lui-même sert à améliorer la compréhension des facteurs de risque clés et également à comprendre le niveau de risque de ces facteurs. Et l'avantage, c'est qu'avec une meilleure compréhension, vous prendrez de meilleures décisions en matière de risque. Et donc, ça provoquera de meilleurs résultats pour tous les acteurs qui sont impliqués, que ce soit les contrôleurs d'assurance, les compagnies d'assurance, les clients, et en fait, tous les autres acteurs qui peuvent être impliqués, comme vos canaux de distribution, par exemple. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Cet outil vous permet de résumer le processus. Donc, je vais vous expliquer ce que l'outil ne peut pas faire. Il est important de réaliser que l'outil ne peut pas prendre des décisions pour vous. Par exemple, si vous voulez autoriser un produit en particulier pour le lancer sur le marché, l'outil ne va pas vous dire si vous devriez l'autoriser ou non. Mais il va vous permettre d'identifier les risques clés et grâce à cette analyse,
et à votre jugement personnel, vous pourrez prendre une décision. Donc, l'outil vous permet de prendre ces décisions justifiées en adoptant un processus systématique de compréhension des risques. Donc, il y a un aspect de cohérence, de consistance de constance, dans votre analyse des risques grâce à cette approche. Il y a une cohérence entre l'évaluation qui est effectuée par l'outil et votre prise de décision. Comme je l'ai déjà annoncé, l'outil ne retire pas complètement la subjectivité. Mais l'avantage, c'est que vous allez avoir des décisions qui vont justifier. Par exemple, si vous revenez quelques mois après à une décision que vous avez prise, eh bien, vous retrouverez les justifications de cette décision que vous avez adoptée grâce à l'outil. En général, en fait, j'effectue une formation de 2 jours et je commence aux participants de réaliser une évaluation structurée. Et une fois qu'on a présenté l'outil, on compare l'évaluation structurée à celle de l'outil. Et on voit comment l'outil a pu nous aider à prendre une décision. C'est-à-dire, est-ce que le produit devrait être lancé ou non. L'outil est aussi un outil de gestion. Une fois que vous avez identifié les facteurs clés du risque, vous pourrez également prendre des mesures correctrices pour éventuellement changer certains de ces facteurs de risque. L'outil vous permet donc de documenter vos décisions et ça vous permet d'avoir une référence à ces justifications pour l'avenir. Ensuite, quelques mois après, vous pouvez voir comment le produit a été lancé et quelles ont été les implications et comparer avec les prévisions que vous aviez faites grâce à l'outil. Cet outil rassemble également plusieurs petits risques en un portefeuille de risques, c'est-à-dire un ensemble global des risques. Il y a plusieurs dimensions de risque, je vais expliquer ce que c'est plus tard. Il y a 4 catégories de risques et l'outil vous permet d'avoir une vision globale du risque. Ça vous permet également de déterminer certains comportements et de les prévoir. Et finalement, ce qui est important, c'est que cet outil peut être utilisé de différentes façons au niveau macro, au niveau micro. Pour résumer le tout, l'outil ne prend pas les décisions pour vous. C'est juste une aide à la décision puisqu'il vous permet de mieux comprendre la situation. C'est un outil qui peut être généralisé, un processus qui peut être généralisé. Et pour résumer ce processus, la première étape, c'est de réaliser une matrice des risques. Cette matrice va permettre de rassembler les risques en un risque global, c'est-à-dire un portefeuille de risques. Et ça vous permettra de déterminer à quel moment vous devenez trop mal à l'aise
avec le niveau de risque. Vous allez ensuite configurer les paramètres qui mènent à ces risques. Ensuite, on va évaluer toutes ces catégories ou ces critères de risque pour chaque dimension particulière. Et en fait, l'idée, c'est de déterminer si cela vous paraît raisonnable et quelles actions correctrices vous pouvez mettre en place pour réduire les risques qui ont émergé. Ensuite, vous pouvez mettre ces actions en place et réévaluer les risques, les petits risques individuels et déterminer ensuite si le risque global a également réduit. La matrice de risque combine toutes ces dimensions ensemble et les résultats qui en ressortent vous permettent d'élargir votre champ de décision. C'est un peu vague si je vous dis ça comme ça, je n'ai pas de contexte précis, mais il faut réaliser une évaluation d'un produit particulier qui doit être lancé par un prestataire en assurance. Vous avez donc deux dimensions de risque, le risque lié au produit et le risque lié au prestataire. Et du point de vue du contrôleur qui évalue ce pour déterminer si le produit peut être lancé sur le marché, nous utilisons la matrice. Puis, Jules va vous parler de la flexibilité de l'outil, comment on peut l'intégrer à un processus plus large, comment on peut l'appliquer au niveau de l'industrie. Et il va parler de la perspective du contrôleur qui gère les conséquences potentielles et doit prendre des décisions de niveau élevé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vais maintenant parler du premier exemple. Donc, l'autorisation de contrôle du produit. Nous avons donc les deux dimensions, le produit et le prestataire. Je vais expliquer ce que ça veut dire au cours de ma présentation de la diapositive suivante. L'idée, c'est que le contrôleur réalise une évaluation de l'assureur et ensuite, si le contrôleur n'est pas d'accord avec les décisions de l'assureur, alors il discutera avec l'assureur des problèmes qu'il a évalués. Et de par cette discussion, il pourra avoir plus d'éléments et prendre une décision. Donc, par exemple, vous pouvez être enclin à autoriser un produit avec un niveau de risque du produit qui est un petit peu supérieur à votre propension au risque si le prestataire vous apporte toutes les garanties. Le processus est accessible à un large éventail de personnes et cela reflète l'approche Delphi. Je ne sais pas si vous connaissez cette approche. L'idée, c'est de rassembler les contributions de nombreuses personnes, à la fois du côté technique et des personnes qui sont expérimentées au niveau de l'industrie. Et finalement,
L'objectif de cet outil, c'est de fournir des contributions pour améliorer la compréhension et élargir le processus de prise de décision. Diapositive suivante, s'il vous plaît. So the two dimensions in the supervisory example that we're looking at are product risks, provider risks. So by product risks, we mean those risks that are essentially Au niveau du cadre de base, nous avons deux dimensions. that the product is offering. They're very often Très souvent, les risques liés aux produits sont techniques. kind of risks. So examples Par exemple, that would come into play there are the lack of pricing data, for example, which is very common in quite a cela peut être le manque de données sur la tarification, qui est très courant sur de nombreux marchés en développement, ou une exposition excessive à d'importants sinistres au niveau des montants, par exemple. Du côté du prestataire, cela se traduit par la capacité du prestataire à développer un produit adapté au marché ciblé et à le fournir de façon adaptée sur le marché ciblé choisi, puis à maintenir et à gérer ce produit dans le temps. Donc, on peut voir que ce sont des problématiques opérationnelles par nature. Des exemples de ces types de risques sont par exemple le manque de contrôle interne et de compétences spécifiques liées par exemple à ce type de produit sur le marché des assureurs. Ces deux dimensions peuvent être appliquées sur un graphique à deux dimensions qui explique comment ces deux dimensions se combinent. Par exemple, si on prend un produit simple d'assurance vie de crédit, en termes de risque, au niveau du produit, les risques sont très faibles sur l'axe vertical. Donc, on serait plutôt dans la zone en vert. En revanche, si ce produit est lancé par un prestataire qui sait bien gérer son entreprise, alors on considérera que cet assureur a un niveau de risque plutôt faible. Et donc, vous vous trouveriez plutôt dans la zone verte, des risques faibles. En revanche, si pour ce même produit, c'est un assureur dont la gouvernance et les contrôles sont insuffisants, qui n'a pas la solvabilité nécessaire, alors ça va augmenter considérablement les niveaux de risque du côté du prestataire. Et dans ces cas-là, le niveau de risque global va passer en haut à droite, dans la zone jaune-orange. Donc, c'est vraiment la combinaison des risques liés aux prestataires et aux produits qui va vous donner le résultat global. Dans cet exemple, on a un contrôleur qui évalue un produit et qui doit déterminer s'il peut être lancé ou non. Diapositive suivante. En matière de critères produits, je ne vais pas lire les critères du produit. Ce que vous pouvez voir, c'est que ces catégories sont liées aux caractéristiques du produit, aux caractéristiques techniques du produit. Une chose à noter, au niveau de l'outil d'évaluation des risques, vous avez une catégorie, la dernière, qui est autres facteurs du produit. Et c'est en fait une catégorie qui est appréciée par le contrôleur. Le contrôleur peut y ajouter d'autres catégories de risques clés qui ne sont pas couvertes dans ma liste. Diapositive suivante. En ce qui concerne les critères du prestataire, vous pouvez voir que ces critères sont très liés aux aspects opérationnels. Donc, ça se réfère à l'aspect technique. Et il y a encore une fois la dernière catégorie, autres facteurs du prestataire, qui est précisé par le contrôleur.
La flexibilité de cet outil permet à ces critères de produits et de prestataires d'être considérés comme des risques. Et après, c'est à vous de les adapter à votre situation spécifique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous avons différentes catégories de risques. Une fois que nous les avons identifiées, l'étape suivante, c'est de les évaluer. Tout d'abord, il faut déterminer la pondération du risque, c'est-à-dire l'importance relative du risque dans cette situation, l'importance de cette catégorie par rapport à l'ensemble du risque. Et il faut donc déterminer si ce risque est plus important que les autres ou pas. Nous avons établi 4 niveaux de risque au niveau de la pondération du risque, donc élevé, moyenne, modéré et faible. Et nous avons également une autre catégorie qui est la pondération du risque non pertinente. La deuxième catégorie, c'est la cote de risque. Donc, il s'agit de déterminer comment ce risque est géré dans cette situation. Et de façon, en fait, c'est complètement par hasard, nous avons également établi 4 catégories du risque résiduel. Et encore une fois, nous avons 4 niveaux: risque élevé, risque moyen, risque modéré, risque faible. Et on a également ajouté l'absence de risque. Un niveau faible de risque serait quelque chose qu'on peut gérer et avec lequel on est plutôt à l'aise. Le niveau modéré, le niveau de risque a augmenté, mais il est encore acceptable. Le risque moyen, là maintenant le niveau de risque devient, on devient mal à l'aise avec. Donc il faut réfléchir à si on veut l'accepter ou pas. Et bien entendu, le risque élevé, c'est la zone interdite. Donc c'est un outil, on va dire un peu grossier, qui est qualitatif, mais qui est très utile pour mieux comprendre le risque. Et on peut également le représenter sous 4 couleurs. Par exemple, le risque faible en vert, le modéré en jaune, le moyen en orange et le élevé en rouge. J'ai mentionné donc l'absence de risque, mais je ne pense pas qu'il y aurait vraiment des cas où il n'y a pas du tout de risque. Ou alors ça veut dire qu'on a mal fait très certainement notre évaluation. Une fois que vous avez fait ça, il faut que vous convertissiez votre pondération du risque en pourcentage. Je vais vous montrer comment ça se passe avec un petit exemple. Les pondérations des risques sont donc converties en pourcentage. Ça permet de pondérer les codes de risque que vous avez évalués. Et ça vous permet d'évaluer l'importance d'un risque particulier par rapport au risque global. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut documenter les choix que vous avez faits pour vos futures références. Cela rend vos choix explicites et faciles à examiner sur la base des choix que vous avez précisés. Ça permet à l'outil d'être un outil de gestion très performant, comme je l'ai déjà expliqué. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Comme je suis un actuaire, je n'ai pas pu résister à intégrer quelques noms.
J'ai mis un tableau pour vous montrer différentes dimensions du risque lié au produit et au prestataire. Ici, c'est les risques liés au produit. Donc, vous avez votre catégorie de risque à gauche. Pour chacune de ces catégories de risques, vous allez évaluer la pondération du risque. Les deux colonnes en gris représentent le fonctionnement interne de l'outil qui évalue le poids de la pondération de ce risque, le convertissent en une valeur et ensuite en un pourcentage. Et la partie très importante, c'est la détermination de la cote de risque. Qu'en est-il de vos risques résiduels? Et là, encore une fois, on utilise une échelle de 1 à 4. Et ensuite, on détermine la cote de risque pondérée. Et en additionnant toutes ces cotes de risque pondérées, nous arrivons à la somme de risque pour une dimension particulière, soit le produit, soit le prestataire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Right. So the outcome then of a particular dimension, either your product or your provider dimensions in this case, is il s'agit de l'obtention du résultat de la dimension. Encore une fois, le résultat de la dimension est compris entre 1 et 4. L'outil convertit ensuite le score en un niveau de risque, comme je l'ai dit, de 1 à 4. 1, encore une fois, c'est votre niveau de risque faible, c'est ça qui est vert. Et c'est pour ça que nous avons gardé le même code couleur pour toutes les dimensions qui sont calculées par l'outil. Et en fait, nous avons évalué quel score ou quel code de la dimension entraînerait un résultat précis. Par exemple, pour le résultat, la catégorie 1, c'est un score de dimension inférieur ou égal à 1,5. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Right, so now the matrix in the middle towards the bottom. Maintenant, au niveau de la matrice, au niveau du choix des paramètres, vous avez la dimension du produit et la dimension du prestataire. Dans cet exemple, la dimension de contribution 1, c'est-à-dire votre produit, les risques liés au produit, on voit qu'il s'agit d'un risque modéré, puisqu'il est jaune. Et on voit qu'il est plutôt en bas de la matrice. Et la dimension de contribution 2, c'est-à-dire celle du prestataire, est rouge. Donc, elle est tout en haut à droite. Et votre portefeuille de risque, le résultat global, c'est là où se croisent ces deux colonnes. Là, au niveau de l'évaluation du risque global, c'est donc un risque rouge. Les implications de cela, c'est qu'il faut définir cette matrice des risques à l'avance et la propension au risque à l'avance. L'idée, c'est d'établir la combinaison des risques du produit et du prestataire et voir ce que ça provoque au niveau du risque global. Maintenant, si nous passons en haut à gauche, nous voyons les choix des paramètres qui ont été mis en place. Donc, encore une fois, vous voyez qu'il y a 4 catégories pour chaque dimension. 1, 2, 3, 4. Et donc, c'est vert, jaune, orange et rouge. Mais vous pouvez voir que les cotes varient ou les scores varient en fonction de la dimension. Par exemple, pour la dimension numéro 1, le produit, pour la catégorie de risque 1,
c'est toutes les cotes qui sont inférieures ou égales à 1,75, alors que pour la deuxième dimension, ce sont toutes les cotes qui sont inférieures ou égales à 1,5. Ça veut dire qu'on est plus confiant en matière du risque lié au prestataire que du risque lié au produit. Le deuxième paramètre que vous devez configurer est lié à la matrice des risques. Pour chaque combinaison des risques liés aux produits et aux prestataires, il faut imaginer ce qu'ils vont générer s'ils sont combinés. En bas à gauche, vous avez un risque du produit et un risque du prestataire qui sont faibles. Bien entendu, si les deux sont en vert, le niveau global est vert. Mais parfois, il est plus difficile de déterminer les combinaisons. Quels résultats les combinaisons devraient avoir? Donc, vous pouvez avoir une matrice des risques qui est asymétrique. Par exemple, vous voyez ici que du côté produit, le vert va un petit peu plus haut dans la première colonne par rapport à l'axe horizontal. Donc, ça veut dire que la force des risques est inégale sur un axe et sur l'autre. Il faut également que vous déterminiez votre propension au risque et cela doit être fait avant votre évaluation parce que sinon vous aurez la tentation d'ajuster, si vous voulez, cette propension au risque. Et les paramètres que vous configurez devraient refléter la situation spécifique et être différents dans des situations différentes. Que ce soit des pays différents, des produits différents que vous évaluez. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Vous avez configuré vos paramètres, vous avez réalisé l'évaluation et vous avez deux matrices, les risques du produit et les risques avec les risques du produit et les risques du prestataire. Ici, vous voyez que votre risque du produit était haut et le risque lié au prestataire était également assez élevé, la troisième colonne. Donc, on voit que le niveau global de risque se situe au-dessus de la ligne de propension au risque. Et ici, dans le tableau du milieu, vous avez les catégories de risque qui sont donc les facteurs de risque. Et on peut voir que le potentiel de fraude était le facteur clé de risque au niveau du risque global. Donc, vous pouvez mettre en place des actions correctrices pour réduire ce niveau de risque. Une fois que vous avez décidé quelle action vous pouviez mettre en place et que ces actions sont mises en place, l'idée, ça va être de réduire le niveau global de risque du produit. Par exemple, pour le risque du produit, vous pouvez le faire passer de rouge à orange, dans ce cas. Et vous pouvez faire la même chose avec le risque lié au prestataire. L'idée, c'est vraiment d'identifier les facteurs clés des risques, c'est-à-dire les facteurs avec la cote de risque la plus importante. C'est une approche que vous pouvez répéter plusieurs fois jusqu'à obtenir un niveau de risque acceptable. Vous pouvez donc répéter ce processus plusieurs fois pour réduire votre niveau de risque. Et je pense que ça vous permet de voir à quel point cet outil peut être un bon outil de gestion pour réduire vos risques. Vous émettez quelques suppositions en vous disant, en imaginant les conséquences qu'une action pourrait avoir à l'avenir.
Et ensuite, quelques mois après, vous pouvez comparer vos suppositions avec ce qui s'est passé dans la réalité. Donc, c'est quelque chose qui est assez facile à gérer au niveau de la gestion des risques. Et encore une fois, si vous travaillez sur le potentiel de fraude et que vous voyez que les bénéfices sont moins enclins à faire l'objet de fraude, alors il faut travailler sur un autre aspect pour réduire le potentiel de fraude. Diapositive suivante, s'il vous plaît. J'avais envie de vous montrer l'intégralité du processus. Donc, la première étape, c'était de configurer vos paramètres pour évaluer le risque du produit, le risque lié au prestataire et obtenir l'évaluation globale des risques. Donc, ce que je vous ai dit, c'était les étapes 1, 2, 3 et 4. Il faut vous assurer que vous documentiez bien les raisons de vos choix, donc les justifications de vos choix. L'évaluation du risque et du produit et l'évaluation des risques liés au prestataire se combinent pour produire l'évaluation globale des risques. Et ensuite, vous allez comparer cette évaluation globale des risques à la propension au risque que vous êtes prêt à prendre. C'est à ce moment-là qu'en tant que contrôleur, dans l'exemple que j'ai mentionné, vous pouvez aller voir la compagnie d'assurance et lui dire « Nous avons identifié ce niveau de risque par rapport à ce produit. Nous pensons que le niveau de risque est trop élevé. Peut-être que vous devriez changer ce produit par un autre pour que le niveau de risque soit acceptable. » Ensuite, vous allez mettre en place des actions correctrices et réévaluer le niveau de risque. Et vous pouvez répéter ce processus plusieurs fois. Ça va vous permettre d'augmenter votre compréhension et d'avoir une meilleure compréhension pour prendre de meilleures décisions commerciales aussi au niveau de l'entreprise. Je pense que nous avons un petit peu de temps. Peut-être que nous pouvons prendre une ou deux questions avant d'écouter l'intervention de Jules. Et je peux vous expliquer comment ce processus peut être appliqué. In Spanish, I'm wondering if Lucas can look at that. Ah, okay. So maybe we'll go to the next slide because that'll sort of answer that question. So the question is the tool available to us? If so, where can we find it? So we answered this on this slide. You can actually find the paper and each of the tool files available on our website, actuaries.org. If you select the icon publications and papers, you'll need to scroll down a little bit because it's in chronological order of our papers that we've released. And this was released in November 2018, and you see the image on your screen. So you can access the paper itself. And Nigel, I believe there's 4 Excel files, if I remember correctly. Yeah, that's correct. So there's basically a blank version of the tool, as well as 3 worked examples. The examples or case studies are in the paper, and they're 3 Excel sheets which show a worked implementation of those case studies. So okay. I'd certainly encourage people, if you have any more interest, to go and have a more detailed look, have a play around with it, because this is a very, very quick tour through the tool. And I have done some training courses which actually cover 2 days of face-to-face training on this tool. And even then, people still sometimes struggle a little bit with some of the concepts. So I wouldn't be surprised if you don't yet have a full grasp, but hopefully you've got a sense of what the tool can do and what it's trying to achieve. Perfect. Okay, I didn't see any other questions
come in yet in the Q&A or the chat, so maybe we can just go to the portion of Jules. So you can see Jules' part of the presentation now, and I'll begin right away. End of that first example, and this is the second example, which will illustrate some other points here. And firstly, it's third-party motor insurance. NTPL is the abbreviation used. This is based on an actual retrospective analysis done by a colleague and I in a particular country. And this is interesting. The political decision was made to have compulsory coverage. So from a supervisory point of view and an industry point of view, that's a decision that was imposed. And you just have to work with it. The second thing is that everybody recognizes, the supervisor and the industry recognize they're not fully prepared. So basically they're probably already orange or red all over the place. And they need to have a sustainable market and they need to manage it. So this is an imposed problem. The question isn't, are we going to approve it or not? The question is, how are we going to manage a situation that's not perfect? And this tool was applied, and what it did was because it's structured and made explicit decisions, it was able to clarify where, firstly, the key issues were, and secondly, therefore, lead to how they may be addressed in a much more specific manner than just throwing up their hands in horror. Okay, so next slide, please. Now, just bear with me on this one. The key thing here is to observe where the little colourful matrices are. So on the bottom, you've got where it talks about supervisory view of business risk assessment. This is what we've been talking about so far, with one matrix, a product assessment and a provider assessment. Remember, I said the output from that can feed into another matrix, and it does. It feeds into the one on the upper left, in the column on the upper left. On the other hand, we've now applied the process more broadly, and within the supervisory risk assessment, some other assessments are done and by the supervisor. So what the supervisor in this context did was what we called a marketplace risk assessment. This is the one up, second from the bottom. En partant du bas, il y avait deux composantes. Dans la première composante, la première dimension, il s'agissait de savoir à quel point les consommateurs étaient compétents. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils sont intéressés? Des choses comme ça. La deuxième composante de cette évaluation des risques du marché est la vision du contrôleur, de sa propre capacité à aborder ce produit qui est installé sur le marché. Je vous ai donc donné deux dimensions. Vous les rentrez dans l'évaluation principale. Donc, je vous donne deux dimensions. Vous les rentrez dans l'évaluation principale, dans une matrice, la deuxième en partant du bas. Ça produit un résultat qui remonte dans la matrice d'évaluation des risques du marché. Et ce résultat est rentré dans la matrice au niveau supérieur parce que l'évaluation du marché va dans la colonne à gauche des cases qui sont les troisièmes en partant du bas. Puisqu'il s'agissait d'un contexte actuariel et prudentiel, le contrôleur a évalué la capacité actuarielle. Car il s'agissait ici d'un problème financier et prudentiel, ce qui relevait fortement d'un défi actuariel. Cela a permis de remplir la deuxième dimension de cette évaluation des contrôles de risque, qui est le deuxième rang en partant du haut. J'ai donc utilisé ce processus et pour finir, les deux parties se rejoignent avec l'examen de contrôle de l'évaluation des risques de l'entreprise. En bas, dans la colonne à gauche dans la matrice, et l'évaluation de contrôle global des risques qui est en deuxième. Cela a permis de générer l'évaluation de contrôle prudentiel et actuariel des risques qui correspond à la mesure dans laquelle le contrôleur est satisfait d'un point de vue prudentiel, avec toutes ces parties en dessous. Comme Nigel l'a souligné, cette évaluation prudentielle des risques s'intègre dans un processus plus large de contrôle de la prise de décision,
car il y a sûrement d'autres aspects à prendre en compte par rapport à ceux que l'on a vus ici, mais l'élément clé est que nous avons appliqué le processus d'une manière séquentielle, 4 fois, une fois par matrice, pour obtenir quelque chose de global tout en haut. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors voilà un certain nombre de critères à aborder. Le marché change lentement, la couverture est obligatoire. Tous les éléments qui sont des problèmes, en gros. Cela, c'est pour vous donner du contexte. Je vais vous montrer où l'on en est arrivé à partir de nos évaluations initiales dans la diapositive suivante. Voilà ce que j'appelle une cascade ascendante. Ce sont les résultats des matrices que l'on a vues il y a 2 diapositives. Donc voilà l'évaluation de l'entreprise d'un point de vue prudentiel. Produits et fournisseurs, ils sont tous les deux en orange. Dans la matrice de risque qui a été utilisée, ça a généré un résultat orange. Nous n'étions pas très confiants sur la capacité du secteur à gérer la provision du produit ou la conception, mais bon, ce n'était pas non plus un désastre. C'est ce qui est reflété ici. D'un autre côté, si l'on regarde le travail du point de vue du contrôleur, la première évaluation était celle du marché. Ici, la capacité des consommateurs est plutôt un problème. Et la capacité des contrôleurs, rappelez-vous, j'avais dit qu'ils n'étaient pas préparés, n'est pas super. Mais lorsque l'on utilise la matrice, ça génère des résultats orange et rouge, ce qui n'est vraiment pas satisfaisant, car ces résultats vont remonter ensuite. Donc, j'ajoute cela à ma capacité actuarielle. Donc, j'en ai une, mais elle n'est pas super non plus. Donc, ça nous donne encore une fois un rouge, ce qui génère une évaluation de contrôle des risques, encore une fois rouge. Donc, quand j'atteins l'étape finale, le rouge et le orange génèrent du rouge. Donc, je finis avec un résultat non satisfaisant. Alors, voilà ce que j'en pense. Vous pouvez rentrer les chiffres ici et regarder le mouvement, mais l'élément clé, c'est vraiment la couleur que vous obtenez. Et ici, ça n'est pas un résultat satisfaisant. Donc, diapositive suivante. On fait l'évaluation et ensuite, on se pose la question de ce que l'on peut faire. Alors, il faut que l'on réduise le risque prudentiel qui a été évalué. Sur le court terme, on peut améliorer l'expertise des ressources. La seule manière de faire cela est d'externaliser du point de vue du contrôleur. Parce que vous n'avez pas le temps de faire ça, de construire ce processus pendant 5 ans. Donc, externaliser. Deuxièmement, vous obtenez de bonnes informations. Donc, au moins, vous savez ce qu'il se passe. Donc, dans ce contexte, il était clair que ni le contrôleur ni la compagnie d'assurance n'avaient cette vision. Donc, c'est plus un processus sur le long terme, mais vous pouvez identifier des petits pas, des petites étapes à prendre pour le départ. Vous pouvez vérifier le statut de la suffisance de capital des prestataires potentiels, car vous savez, plus ils ont de capital, mieux ils peuvent survivre avant de faire faillite. Et vous pouvez vous faire une idée de leur solidité en regardant les niveaux de capital. Vous pouvez vérifier la solidité financière des actionnaires, parce que les compagnies auront peut-être plus besoin de faire rentrer plus de capital. Et vous pouvez augmenter le niveau de détail et la fréquence des rapports. Mais ici, ce sont tous des actions spécifiques que vous pouvez entreprendre pour vous sortir des domaines que vous avez identifiés comme étant les plus faibles. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Si vous faites ça, rappelez-vous la diapositive que nous avons vue tout à l'heure, qui se terminait avec une case rouge, donc ce qui signifiait donc que c'était insatisfaisant. Si vous prenez la case à droite, donc analyse des risques du prestataire, vous pouvez travailler sur la capacité du prestataire à développer et fournir le produit, et vous pourrez probablement réduire ça du rouge au orange, même si dans ce cas précis, nous ne l'avons pas fait car nous étions concentrés plutôt sur la partie contrôle. Mais c'est quelque chose que j'invite l'assureur à faire. De l'autre côté, à gauche, dans la case capacité du contrôleur, nous avons mis en place des étapes pour externaliser l'expertise afin de passer du orange au jaune. Et c'est une bonne chose parce que le orange, le jaune et le rouge montent ensuite vers évaluation des risques du marché. Donc ils deviennent orange
et non rouge. C'est donc un niveau en dessous. Vous vous souvenez peut-être que notre capacité actuarielle était en orange. Donc, si on externalise et que l'on recherche de l'expertise, cette case passe également en jaune. Donc, ce sont tous des plans de projection en fonction des décisions qui sont prises, mais au moins, on sait comment les aborder. Cela veut dire que vous finirez, croisons les doigts, avec une évaluation de contrôle des risques en jaune. Et le jaune a de plus grandes chances d'être considéré comme acceptable. Cela signifie que quand vous ferez votre évaluation finale, vous obtiendrez un orange et un jaune, et votre évaluation prudentielle des risques, donc sujette à la mise en œuvre réussie des mesures correctives, sera donc jaune, ce qui sera probablement un résultat acceptable. Cet exemple vous montre ce qu'il est possible de faire lorsque l'on applique le processus. Donc, dans ce cas précis, il a été appliqué de manière rétroactive, mais vous pouvez l'appliquer de manière prospective, car c'est ce que vous feriez, ou de manière rétroactive. Quand on l'a appliqué, nous avons eu quelques moments de surprise qui ont ensuite été suivis et les choses ont plutôt bien fonctionné. Donc, cela vous donne un exemple de processus individuel qui combine deux dimensions pour trouver une réponse unique. C'est ce qu'il se passe à chaque fois que vous passez une nouvelle étape. Et donc, c'est la manière dont vous pouvez utiliser dans ce contexte, comment vous pouvez l'utiliser comme un outil de gestion au niveau du secteur tout entier, ce qui est un niveau différent d'un assureur particulier avec un produit particulier. Diapositive suivante. Donc, je me suis dit que ça pouvait être bien de noter quelques éléments à retenir. Alors, je revendique plutôt le fait que j'ai fait une présentation actuarielle, mais sans aucun chiffre. Donc, je voudrais qu'on m'accorde au moins cela, d'avoir fait une présentation actuarielle, mais qui ne présente aucun chiffre. Donc, plus sérieusement, l'outil de gestion des risques peut avoir plus de 2 dimensions. On a parlé de 2 d'entre elles, mais clairement, il peut y en avoir plus. C'est extensible. Il peut être appliqué à de nombreuses situations. On a vu à l'instant comment cela pouvait être fait de manière rétroactive au lieu de manière prospective et au niveau du secteur par rapport à un niveau de produit individuel. Ce produit fonctionne, cet outil, pardon, car il fournit un processus structuré, documenté et ouvert pour l'évaluation et l'examen des risques. C'est certain que c'est un outil de gestion à la fois pour les contrôleurs et les assureurs. Les résultats de l'outil fournissent des informations pour le processus plus large de prise de décision. C'est une partie importante. Il faut reconnaître que faire des évaluations financières, donc des évaluations prudentielles, des évaluations actuarielles, bien qu'elles soient importantes, il se peut qu'il y ait d'autres critères importants que le contrôleur doit mettre en avant. Donc, son processus de décision prendra en compte les résultats de notre outil, mais aussi d'autres outils. Ça fait partie de quelque chose de plus grand. Donc, notre vidéo est terminée. Nigel, est-ce que tu veux passer à la partie suivante? Peut-être un petit résumé ici. Ce que les participants peuvent voir maintenant, c'est comment cet outil peut être utilisé de manière plus généralisée, de passer du niveau macro au niveau micro, et comment cela peut être utilisé comme un outil de gestion. Par exemple, des contrôleurs qui ont des décisions à prendre et qui ont besoin de réfléchir à des façons de réfléchir à la situation. Et disons 4 mois, 6 mois plus tard, ils peuvent voir si les décisions qu'ils ont prises ont eu un impact et ensuite ajuster les mesures si nécessaire. Donc, c'est vraiment une bonne illustration d'un outil de gestion. J'ai vu qu'il y avait une question, je crois. Est-ce que vous pouvez la lire parce que c'est en espagnol. Alors, je vais demander à Lucas de traduire la question.
Alors, c'est plutôt un commentaire peut-être, mais bon, je vais le dire quand même. Ça dit que le risque de produit va main dans la main avec la réassurance. Peut-être que la question est, est-ce que le risque du produit va main dans la main avec la réassurance? Eh bien oui, tout à fait. L'un des éléments, des mécanismes clés qui peut être utilisé pour gérer les risques de produits, c'est lorsque vous faites une évaluation, il y a des domaines qu'il faut prendre en compte. Par exemple, si la réassurance est appropriée et vos risques résiduels, une fois que la réassurance est en place, est-ce qu'elle est prise en compte? Donc, par exemple, si vous n'aviez pas même pensé à la réassurance, peut-être que votre somme pondérée des risques sera peut-être divisée en deux, et peut-être qu'une fois qu'il y aura des mesures correctives et que vous réévaluez cette catégorie de risque, peut-être que cela passera à 2, peut-être à 3, ce qui aura un impact global qui s'intègre dans la vision globale des risques. Peut-être que maintenant, Christian peut passer aux entretiens de l'IRA. Alors. Alors, Ivan et Edith, pouvez-vous nous donner un très bref aperçu du marché de l'assurance ougandais et du rôle que joue l'IRA pour définir le contexte dans lequel vous avez commencé à utiliser l'outil d'évaluation des risques? Merci beaucoup. L'autorité de réglementation des assurances d'Ouganda est une agence gouvernementale dont la mission est de réguler et contrôler le secteur de l'assurance. En plus de cet objectif principal, s'ajoute l'aspect clé de s'assurer que les intérêts des assurés soient protégés. Nous donnons des licences à un certain nombre d'acteurs de l'assurance. Nous avons 2 réassureurs, 30 compagnies d'assurance sur le marché. Nous avons aussi plus de 2500 agents, 27 experts en sinistres, 37 courtiers en assurance et un certain nombre d'agents d'assurance bancaire. Nous donnons des autorisations dans le but de protéger les assurés. Mais nous nous assurons également que tous les produits vendus sur le marché de l'assurance soient approuvés par l'autorité, ce qui constitue pour nous le contexte dans lequel nous utilisons l'outil d'évaluation des risques. Tous les produits qui sont soumis à l'autorité doivent être approuvés par l'autorité de réglementation des assurances après s'être assurés qu'ils aient fait l'objet d'une révision interne dans le but principal de garantir que ces produits soient équitables pour les assurés qui les prennent. L'IRA supervise un certain nombre d'entités, ce qui signifie que vous devez recevoir un grand nombre de demandes d'autorisation de produits chaque année. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionnait votre processus d'autorisation des produits avant que vous n'adoptiez l'outil d'évaluation des risques et quels étaient certains des défis auxquels vous étiez confrontés à l'époque? Oui. Alors, oui, donc avant, nous recevions des produits
puisque notre mission principale, comme spécifié dans la loi sur les assurances, est de garantir la protection des assurés. Donc, nous recevions ces produits et nous les transmettions à différents services au sein de l'IRA, qui est donc le régulateur. Certains étaient spécialisés en assurance vie, certains en assurance vie pour les affaires, spécialistes en général pour la santé, ainsi que des actuaires et des juristes. Ces spécialistes donc prenaient du temps pour examiner ces produits et grâce à leur savoir et à leur domaine de spécialisation, ils faisaient des commentaires qui étaient renvoyés aux entreprises avant que les produits ne soient autorisés. Voilà, donc c'était la façon dont nous examinions et autorisions ces produits. C'était ce type de processus. Le défi principal lié à ce processus était le fait que ce n'était pas standardisé ni structuré. Donc, nombreux d'entre nous avons essayé de faire du mieux que nous pouvions pour nous assurer que les produits étaient autorisés et nous avons réalisé que nous manquions un processus structuré et standardisé. Mais ça voulait dire que notre processus était un peu subjectif, ce qui affectait les résultats du processus d'autorisation des produits. Donc voilà le défi principal auquel nous faisions face jusqu'à ce que l'on ait plus de structure grâce à l'outil d'évaluation des risques. Merci. Donc, comment avez-vous procédé pour adapter l'ancien processus d'autorisation des produits afin d'y intégrer l'outil d'évaluation des risques et d'aboutir à la standardisation que vous recherchiez? Et pouvez-vous expliquer comment fonctionne le nouveau processus d'autorisation des produits? Merci beaucoup. Donc, une formation a été organisée par le FSD Uganda. Et dans cette formation, des experts techniques de SIMFREE nous ont montré l'outil d'évaluation des risques proportionnels pour l'approbation de produits. Au cours de cette formation, on nous a montré comment l'outil d'évaluation des risques fonctionnait, notamment pour aider une équipe à identifier des facteurs de risque primaires inhérents au produit, mais également pour aider une équipe à identifier des mesures correctives qui permettent un déploiement systématique de ce produit. L'outil d'évaluation des risques se concentre sur un certain nombre d'aspects, qui sont les suivants. L'équipe est prise à part pour définir une propension au risque qui servira ensuite à les orienter pour définir ce que l'équipe estime acceptable ou non. Ensuite, une évaluation du produit est faite. Donc, on s'intéresse à la conception du produit, la méthodologie qui a été utilisée pour la tarification, la disponibilité des données qui ont été utilisées pour faire certaines analyses. Et on regarde également des aspects concernant les réserves. Ou encore si le secteur de l'assurance pourrait connaître ce type de produit. Ensuite, vous regardez l'importance de certains des facteurs de risque et les cotes de risque. Deuxièmement, vous faites une analyse du prestataire, et par prestataire, je veux dire la compagnie d'assurance. Donc, il faut savoir que si la compagnie d'assurance a la capacité technique pour déployer ce projet, est-ce qu'ils ont les compétences techniques? Est-ce que leur service client connaît bien le produit? Est-ce qu'ils le vendent du mieux qu'ils peuvent? Voilà quelques éléments que vous examinez pour l'évaluation du prestataire. Dans l'idéal, après avoir regardé ces deux paramètres, donc le produit et le prestataire, vous déterminez ensuite la cote de risque que vous comparez à votre propension au risque que vous avez déterminée. Dans l'idéal, si l'exposition au risque ralentit l'autorisation de ce produit, vous pouvez trouver des actions correctives qui peuvent mener à ce que vous autorisiez le produit. Après avoir regardé cette cote de risque et toutes les mesures correctrices, vous pouvez ensuite prendre la décision commerciale soit d'autoriser le produit, soit de le refuser.
Donc, après avoir utilisé le processus qui est compris dans cet outil, l'équipe s'est mise d'accord pour qu'un comité d'autorisation des produits soit créé, qui comprend donc des conseillers juridiques, un actuaire, des agents de l'assurance non-vie, des agents de l'assurance vie et des représentants du département de recherche et du développement de marché. Cela signifie que pour chaque nouveau produit soumis à l'autorité, le comité d'autorisation des produits utilise cet outil d'évaluation des risques pour évaluer ce produit, puis se met d'accord pour autoriser ou non le produit. Donc voilà la manière dont l'outil d'autorisation et d'évaluation des risques fonctionne et comment il est administré au sein de l'autorité. C'est un sacré nombre de changements. Quels sont certains des impacts positifs liés au fait de faire rentrer l'outil d'évaluation des risques dans le processus d'autorisation des produits? Donc, tout d'abord, il est important de remercier Financial Sector Deepening Uganda pour avoir rendu possible ce projet, par lequel la formation a été réalisée. Parce que maintenant, nous avons un outil qui est systématique, qui est structuré et que nous utilisons. Cela a éliminé dans une large mesure la subjectivité qui était inhérente à notre processus d'autorisation des produits. Donc, ça a été très bénéfique pour l'équipe. Et n'oublions pas que maintenant, une directive a été envoyée aux compagnies d'assurance pour qu'elles soumettent également cet outil d'évaluation des risques pour toutes leurs demandes d'autorisation de produits. Donc, cela signifie donc que l'assuré est définitivement protégé car le produit doit passer par cet outil d'évaluation des risques qui examine la conception du produit, si le produit est suffisamment bien, si le secteur de l'assurance est bien conscient de ce qui a été vendu. Concernant les aspects techniques du produit, il vérifie qu'ils sont suffisants, ainsi que la capacité du prestataire, c'est-à-dire la compagnie d'assurance. Donc cela est très bénéfique à la fois pour les assureurs, mais aussi pour l'IRA. Donc nous sommes très reconnaissants. Cela nous aide certainement aussi à remplir notre mission de protection des intérêts des assurés. Merci, ce sont d'excellents bénéfices. Donc, quels ont été les défis auxquels vous avez dû faire face lorsque vous avez intégré l'outil d'évaluation des risques dans votre processus d'autorisation de produits? Comment avez-vous dépassé ces défis? Et y a-t-il des améliorations que vous aimeriez apporter au produit ou au processus? Merci. Donc, le défi principal que nous avons rencontré lors de la mise en œuvre de cet outil d'évaluation des risques a été le manque de capacité de l'industrie à le mettre en œuvre. Une fois que nous avons réalisé que nous avions ce défi à relever, nous avons élaboré des solutions pour renforcer les capacités du secteur de l'assurance pour mettre en œuvre le nouvel outil d'évaluation des risques qui était une vraie amélioration. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en tant que régulateur, nous avons suivi une formation sur la réglementation des assurances. Elle a aussi été suivie par les consultants de Simfree avec le soutien du FSDU. Donc, tout d'abord, la capacité a été développée pour les régulateurs. Et ensuite, il y a eu aussi la nécessité de renforcer la capacité pour l'industrie. Parce que l'industrie, comme l'a expliqué ma collègue, les industriels sont aussi censés soumettre cet outil d'évaluation des risques. Donc, il y a eu une formation des formateurs qui a eu lieu dans l'école de formation aux assurances en Ouganda. Et un certain nombre de formateurs ont été identifiés et ont participé à cette formation. En tant que secteur, nous avons développé la capacité de garantir que nous utiliserons cet outil même à l'avenir. Donc, les formations ont été faites pour les personnes du secteur, ainsi que les formations de formateurs et les régulateurs en assurance. Super. Merci beaucoup, Ivan et Edith, d'avoir partagé votre expérience.
Ce que je retiens de vos réponses, c'est que l'IRA a grandement bénéficié de l'outil à 2 égards. Premièrement, en introduisant une approche structurée et normalisée dans votre processus d'autorisation des produits. Et deuxièmement, en demandant à l'industrie de remplir également l'outil d'évaluation des risques, ce qui permet aux contrôleurs et aux assureurs d'utiliser un langage commun pour traiter des différences éventuelles. Donc je pense que ce sont là des résultats fantastiques. Merci beaucoup une fois de plus. Great, thank you very much, Ivan and Edith, for those. Merci beaucoup, Yvan et Edith, pour vos contributions. Christian, j'ai vu qu'il y avait une question d'Yvette Diaz en espagnol pour savoir si l'outil était d'une nature quantitative ou qualitative. Jules, je crois qu'il était très fier parce qu'il a fait une présentation sans nombre, sans chiffres. Je dirais que cet outil est de nature très qualitative. Et j'ai eu plusieurs échanges avec Yvan et Edith par rapport à ça. Je me souviens qu'Yvan m'a dit qu'en tant que contrôleur en Ouganda, il était ravi d'avoir une évaluation qualitative des risques qui complétait les analyses quantitatives qui sont réalisées par exemple dans les ORSA. C'est beaucoup utilisé dans l'industrie et une évaluation qualitative peut facilement repérer des choses que vous ne repérez pas dans une évaluation quantitative. Yvan et Edith, est-ce que vous voudriez commenter un petit peu cela? Le rapport entre la nature qualitative et quantitative de cet outil? Qu'en pensez-vous? Thank you. Merci. Thank you, Nigel. Merci beaucoup, Nigel. This assessment tool has been quite beneficial. And, je dois dire que cet outil a été très bénéfique. Where you have the risk score. Notamment grâce à l'application de la cote de risque. Il faut que nous indiquions. Je suis désolée, la qualité du son est très mauvaise. Je ne comprends pas ce que Yvan est en train de dire. L'idée, c'est toujours d'évaluer les facteurs clés de risque du produit. Si on a évalué ces risques comme étant faibles, il faut qu'on justifie pourquoi ces risques ont été évalués faibles. Et si ce n'est pas le cas, il faut mettre en place des actions correctrices. Si c'était une approche seulement quantitative, nous n'aurions pas ce soutien au niveau de l'évaluation. Donc, en fait, cet outil... Il y a un problème avec la qualité audio de la vidéo d'Yvan qui est très découpée. Est-ce que Edith est également là? I think we're having some issues with the audio. Basically, it seems qualitative, but can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Yes, we can now, Edith. Can you hear me? Yes. What I was saying. Ce que je voulais dire. Qualitative,
c'est que c'est une approche plutôt qualitative assessed by different experts from different. Cet outil est examiné par différents experts et à la fin de la journée, over any other view of any other member that is part of the product approval committee. So yes, the tool is cet outil est utilisé par plusieurs membres du comité d'autorisation des produits qui étudient les différentes catégories et qui discutent ensemble de leur évaluation. Merci beaucoup, Edith. Et nous sommes vraiment désolés pour la qualité du son de nos amis ougandais aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions? Je vous invite à poser des questions parce que j'espère que si vous n'en posez pas, c'est que vous avez tout compris et pas que vous n'avez rien compris. Il y a eu des questions dans la section des commentaires pour savoir où trouver certains documents. Donc, la plupart des documents sont disponibles sur le site www.actuaries.org. Et normalement, vous avez tous les documents depuis 2018, quand le document technique a été publié, dans la catégorie Paper. Donc, vous cliquez sur le lien pour accéder à ce document technique et vous pourrez accéder également à d'autres outils. D'autres produits liés à la trésorerie, liés à la santé, par exemple. Donc, je vous invite à consulter ce site Internet. Vous trouverez également sur ce site les 2 premiers webinaires de cette mini-série. Nous avons une autre question. En moyenne, combien de temps cela prend d'appliquer cet outil lorsqu'on examine un nouveau produit? Merci beaucoup pour la question. Yeah, I did. Yeah. So, in terms of how long it takes to apply, pour la durée d'application, j'aimerais beaucoup avoir les contributions d'Yvan et Edith à ce propos. Moi, je pense que la meilleure façon d'y répondre, c'est d'avoir plusieurs personnes qui ont réalisé cette évaluation. Et je dirais que ça prend 1 heure environ de se familiariser avec l'outil intégral. Par exemple, c'était le cas dans l'approbation du produit par le contrôleur. Si vous avez plus de dimensions, et un nombre de catégories de risques supérieurs à examiner, ça vous prendra un peu plus de temps. Et, il faudra que vous interagissiez avec l'outil pour intégrer les catégories de risques supplémentaires et déterminer leur impact sur le risque global. Okay. We have another question. I'll try to. Nous avons une autre question. Que faites-vous en ce qui concerne le COSO, COSO, en termes d'évaluation des risques d'assurance? Je ne suis pas sûre de savoir ce que signifie ce sigle COSO. Yeah, I don't particularly understand. Yeah, I see that. See if there's any other questions, maybe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alpha, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que signifie COSO? Okay. I just encourage anyone, if you have any questions.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser et nous y répondrons. Contrôle interne. OK, so internal controls. COSO signifie contrôle interne. Donc, comment intégrez-vous le contrôle interne dans l'évaluation des risques d'assurance? Dans l'exemple de contrôle, j'examine les catégories des risques liés aux prestataires et certaines de ces catégories au sein de l'évaluation des risques du prestataire. Si vous faites une évaluation qualitative des contrôles internes, si vous pensez que les contrôles internes sont très bons, vous évaluerez ces catégories en risque faible. Et si vous trouvez que les contrôles internes sont plutôt faibles, j'avoue que ce n'est pas facile d'être objectif à ce sujet. Dans ce cas-là, vous détermineriez le risque lié au prestataire en un risque plutôt élevé ou moyen, donc niveau 3 ou 4. Donc, vous réfléchiriez à ça par rapport aux différents facteurs de risque et ensuite, vous essaieriez de corriger ces risques que vous avez identifiés. Okay. Très bien. I'm not sure I understand the other question, but, Je ne suis pas sûre de comprendre cette autre question, mais c'est la seule que nous avons. Je vous remercie pour cette présentation et je remercie également Edith et Yvan qui étaient là et puis Jules également pour sa vidéo. Nigel, est-ce que vous vouliez faire des commentaires pour clôturer cette session? Je souhaitais simplement remercier tout le monde de nous avoir écoutés et d'avoir assisté à cette présentation et d'avoir également manifesté votre intérêt pour cet outil d'évaluation qui est très flexible. Et je pense qu'une des façons de s'y familiariser, c'est de le tester vous-même. Donc, je vous encourage à aller voir sur le site Internet que Christian a mentionné, à accéder à l'outil, regarder les études de cas et un peu jouer en fait un petit peu avec cet outil. Bien entendu, nos coordonnées sont incluses dans cette présentation, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et nous essaierons d'y répondre du mieux que nous pourrons. Je vous remercie encore d'avoir assisté à ce webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you. Goodbye.